Sur la colline parlementaire, les libéraux et l'opposition s'adaptent à une nouvelle réalité. Après le tour du chapeau de Mark Carney et de son équipe dans les 3 élections partielles de lundi, une performance qui leur a permis de décrocher une majorité aux communes. Près d'1 an après la dernière élection générale, cette majorité s'est aussi construite grâce au ralliement de 5 députés transfuges depuis novembre. Au lendemain des partielles, le premier ministre a donné un aperçu de la suite. On peut l'écouter. Le travail qui nous attend nécessite de la collaboration, du partenariat et de l'ambition. On veut gouverner, on veut agir, il faut avancer. Ça, c'est le mandat des Canadiennes et des Canadiens. Alors, que faut-il retenir de ces résultats et est-ce que les attentes envers Mark Carney et son gouvernement vont augmenter maintenant qu'ils sont majoritaires? J'en discute avec notre panel de journalistes, Sandrine Vieira, correspondante parlementaire à Ottawa pour Le Devoir, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à La Presse, et Christopher Nardi, correspondant parlementaire au National Post. Merci à vous 3 d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Sandrine, je vais commencer avec vous, avec Terrebonne, en fait. Une grosse victoire pour les libéraux dans un fief du Bloc québécois. Qu'est-ce que ça nous dit à propos du moment politique dans lequel on se trouve actuellement? Bien, je pense que ce que ça nous dit, d'abord, c'est que la lune de miel pour les libéraux de Mark Carney se poursuit, mais surtout se poursuit au Québec. L'année passée, quand les libéraux ont remporté Terrebonne par une seule voix, au final, ça avait causé la surprise. Puis la question, c'était un peu, bien, est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est lié au contexte, la peur de Donald Trump? Et là, bon, finalement, on a eu ce match de revanche-là et c'était un peu question de savoir, bien, est-ce que c'était ça ou est-ce qu'il y avait autre chose? Et là, je pense qu'on a un peu obtenu la réponse. Monsieur Blanchet, il faut se rappeler, quand il y a eu la 4e transfuge, Mme Gladu, la semaine dernière, ça changeait un peu le calcul des sièges. Et là, on se disait, OK, bien là, Terrebonne, c'est pas ça qui va offrir la majorité aux libéraux. Et M. Blanchet disait, bon, bien parfait, les électeurs de Terrebonne vont pouvoir voter avec leur cœur. Votez avec votre cœur. Et bien, visiblement, ça n'a pas eu l'effet voulu pour M. Blanchet. Et je pense qu'on a eu des réponses à la suite de ça. Et finalement, bien, je pense ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bloc n'était pas supposé perdre Terrebonne. Le Bloc a remporté toutes les élections dans Terrebonne depuis 93, sauf lors de la vague orange. Donc, ils n'étaient pas supposés perdre. Donc, bref, ça pour dire, ça en dit beaucoup sur la lune de miel des libéraux, mais ça en dit aussi beaucoup sur le sentiment souverainiste. Et je pense que c'est pas une bonne augure pour M. Saint-Pierre Plamondon pour les élections québécoises qui s'en viennent. Oui. Joël Denis, vous, comment est-ce que vous interprétez cette majorité dans un contexte où il y a tellement d'incertitudes, que ce soit les tarifs américains, que ce soit le bouleversement de la relation Canada-États-Unis, évidemment toute la guerre en Iran. Ça signifie quoi une majorité dans ce contexte-là? Bien, un peu plus de stabilité. Et c'est quand même intéressant de voir que, bon, alors que le chaos prévaut aux États-Unis et en Iran, les Canadiens optent de se donner un peu de stabilité sur un gouvernement qu'ils contrôlent. Parce que maintenant, le gouvernement Carney étant majoritaire, il a les 2 mains sur le volant. Il n'y aura pas d'obstruction, il ne peut plus y avoir d'obstruction à la Chambre des communes. Et donc, ça va quand même augmenter la pression sur le gouvernement Carney pour obtenir des résultats concrets pour les familles moyennes, les gens qui ont de la difficulté à payer leur loyer ou leur épicerie. Et c'est pour cette raison que, bon, on a vu cette semaine une annonce précise pour soulager le portefeuille des automobilistes, à tout le moins. Mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres annonces de ce genre dans la mise à jour économique financière prévue le 28 avril par le ministre des Finances. Donc, d'autres mesures à surveiller parce que l'obligation de livrer des résultats, maintenant, elle est là. Il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas blâmer les partis d'opposition d'obstruction à la Chambre des communes. Oui, Chris, Joël Denis évoque cet argument de l'obstruction de l'opposition aux communes. Les libéraux l'ont pointé du doigt tout au long des derniers mois, quoique les conservateurs se sont montrés plus collaboratifs récemment. Maintenant, cet argument-là va moins tenir la route, maintenant que les libéraux sont majoritaires. Donc, vous vous attendez à voir quoi exactement du gouvernement libéral au cours des prochains mois? Bien, je pense que ça va être un gouvernement qui, justement, a les coudées un peu plus franches et donc, comme vous dites, a moins d'excuses. Donc, je suis très curieux. J'ai vu aujourd'hui, il y avait un point de presse, le leader parlementaire des conservateurs, Andrew Scheer, et son collègue Chris Workington, qui en fait suppliaient les libéraux de ne pas changer la composition des comités. Bon, est-ce que ça leur donnait une allure de force, je ne dirais pas, là, de plaider essentiellement au gouvernement, ne changez pas les comités, s'il vous plaît, on vous en supplie, laissez-nous continuer à faire l'opposition en comité. Je vous garantis que ça ne sera pas le cas. Les libéraux vont vouloir reprendre le contrôle des comités, vont faire les changements nécessaires lorsque les 3 nouveaux députés entreront en Chambre. Mais ça montre que pour les conservateurs, on voit très clairement qu'on perd un levier très important. Les libéraux diraient d'obstruction, pour eux, les conservateurs diraient de contestation, d'opposition légitime.
le diable est dans les détails, mais en même temps, les libéraux ne sont pas parfaits sur le plan procédural non plus. En ce moment, ils font un filibuster en comité pour empêcher le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, de témoigner sur des apparences de conflit d'intérêts avec lui et Alto et sa conjointe. Donc, il va falloir voir, est-ce que les libéraux réussissent à mieux gérer la Chambre maintenant qu'ils ont les coups des franges? Ça va être le vrai test. Je pense qu'ils ont beaucoup de croûte à manger quand même là-dessus parce qu'ils ne m'ont pas impressionné, je vous dirais, dans leur première année, même avec une opposition qui est passablement collaboratrice, on peut dire. Oui. Parlant de l'opposition, passons sur un autre registre, parlons de Pierre Poilievre. Sandrine, malgré le départ de Mme Gladue vers les libéraux et les résultats des partiels, on a entendu parler des membres du caucus conservateur hier à leur entrée au caucus. Ils ont réaffirmé leur appui au chef conservateur. Est-ce que vous, dans le moment où on se trouve actuellement, est-ce que vous voyez vraiment un simple creux politique pour M. Poilievre? Est-ce que c'est plus une remise en question plus sérieuse de son leadership à ce point-ci? Moi, je pense que c'est une remise en question plus sérieuse de son leadership et je pense qu'il y a eu déjà des petites secousses dans le leadership de M. Poilievre depuis la dernière année. On peut se rappeler quand il a perdu son siège dans Carleton l'année dernière. Ensuite, peut-être en novembre, quand M. d'Entremont a été le premier à traverser la Chambre. C'était toujours des petits moments un peu, pas facile pour les conservateurs, mais je pense pas que ça l'avait fait de réelles secousses pour son leadership. Et maintenant, je pense qu'on est ailleurs. Maintenant, c'est plus juste un député qui est traversé, ni deux, ni trois. On est rendu à 4. Et là, on ajoute à ça les résultats vraiment inquiétants, je pourrais dire, pour les conservateurs dans les 3 partiels. Très rapidement, dans l'Université Rosedale, de 23 à 12, dans Scarborough Southwest, de 30 à 18, et dans Terrebonne, de 18 à 3. C'est des reculs dans absolument les 3 élections partielles. Et donc, je pense que maintenant, c'est des députés qui vont aussi se dire notre siège est-il en danger? Je ne vois pas comment ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Donc, je pense que son leadership est probablement plus fragile que jamais de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ce que vous disiez, là, les députés hier à l'arrivée au caucus qui se disaient on est derrière le chef, je pense que c'est un indice aussi là, d'essayer de montrer que oui, on est derrière le chef, mais en coulisses, ça doit être un peu autre chose. Oui, on verra bien. Joël Denis, maintenant que M. Carney a sa majorité, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en octobre 2029. Ouais. Les libéraux sont clairement sur une bonne lancée en ce moment. Ce n'est pas garanti que ça va durer éternellement, évidemment. Est-ce que le temps joue en faveur de M. Poilievre ou est-ce qu'au contraire, ces députés vont peut-être penser qu'il nous reste encore 3 ans avant qu'on puisse même avoir une autre chance de gouverner? C'est peut-être le temps de passer à autre chose. C'est vrai qu'il y a des cycles politiques où des partis excellent davantage que l'autre. On a vu ça. Il y a eu des cycles où les partis conservateurs étaient plus forts. Maintenant, ce sont les libéraux. On l'a vu, le cycle. Quand j'étais là, c'était ça. Donc, il y a des choses cycliques. Ça ne dure pas. C'est pas éternel. Sauf que je vous dirais que dans le cas de M. Poilievre, le fait que les libéraux aient une majorité à l'heure actuelle, ça force les conservateurs à se poser une question fondamentale. Est-ce que je veux, oui ou non, que M. Poilievre me dirige les troupes conservatrices lors de la prochaine élection qui pourrait n'avoir lieu que dans 3 ans? 3 ans en politique, c'est long. Surtout si les sondages sont mauvais, les mauvaises nouvelles s'accumulent et qu'il y a d'autres transfuges. Moi, je n'écarte pas la possibilité qu'il y ait d'autres transfuges issus du Parti conservateur. Si c'est le cas, ce sera, comme Sandrine le dit, une autre secousse qui va entraîner une plus grande fissure dans la mainmise du leadership de Pierre Poilievre et soutenir alimenter d'autres questions. Est-ce que oui ou non, les députés vont se poser la question, je veux que M. Poilievre dirige les troupes conservatrices aux prochaines élections. C'est la question à laquelle les conservateurs doivent répondre aujourd'hui. Au cours des prochains mois, peut-être. Je pense qu'il y a un sentiment au sein du caucus conservateur que s'il y a un autre transfuge et une série de mauvais sondages au fil de l'été, les dés sont... Le jeu est un peu cuit pour Pierre à l'automne. Comme moi, je n'entends pas en ce moment une révolte qui se formente dans ce caucus-là, mais je pense que plus que les mauvaises nouvelles s'accumulent, l'été, si les sondages ne s'améliorent pas, si les libéraux continuent à surfer sur une vague, mais surtout s'il y a un autre ou une autre transfuge, à l'automne, c'est là qu'on risque de voir plus d'activités et de révoltes qui se fomentent au caucus. Mais pas avant ça, je pense. Et vous vous attendez à ce que M. Poilievre réponde comment? Parce qu'il y avait quand même un certain changement de ton qu'on avait observé en début d'année. Si vous voulez, plus conciliant, plus collaboratif. Là, on voit plus un retour à la normale avec ses propos dans ce balado où il dit que le premier ministre est mal instruit en économie. Comment est-ce qu'on doit interpréter la façon dont il répond à ça? Peut-être rapidement, 30 secondes chacun.
Sandrine? Oui, bien, on avait pu voir un certain virage là, au début de l'année. Il était à l'étranger. Même le podcast de Joe Rogan, il avait refusé là, de critiquer le premier ministre. Là, on revient un peu à ses anciennes habitudes. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est juste sa vraie personnalité. On le connaît comme un pitbull politique. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un peu d'improvisation avec ce qui se passe en ce moment, peut-être un peu d'inquiétude. Je pense qu'il va revenir à la recette qui a été, comment dirais-je, qui lui a souri lorsque Justin Trudeau était au pouvoir, c'est-à-dire d'associer les problèmes quotidiens des Canadiens au gouvernement de Mark Carney. La hausse du coût de la vie, la difficulté des gens à se trouver un logement, à obtenir une maison. Donc, il va essayer d'associer directement, c'est son objectif, la misère quotidienne des Canadiens aux politiques du gouvernement Carney. Chris, rapidement, est-ce que c'est plus un problème en ce qui concerne la forme ou le fond avec M. Poilievre? Question qu'on peut se poser sur lui pour les 20 dernières années. Je n'ai pas la réponse, en fait, parce que je pense que le succès de Pierre Poilievre dépend sur les erreurs de Mark Carney. Tout simplement. En ce moment, son message ne résonne pas. Donc, il doit attendre que le premier ministre commence à se mettre le pied dans la bouche ou faire des erreurs. Les Canadiens le ressentent et cherchent une alternative. Mais ce qu'on voit dans les sondages, c'est qu'il n'y a aucune alternative qui intéresse les Canadiens en ce moment, au fédéral pour l'instant. On verra bien ce que le reste de la session nous réserve. On va devoir s'arrêter là-dessus. Sandrine Vieira, Joël Denis Bellavance, Christopher Nerdy, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.